Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. En notre temps si abondant, on appelle à la haine, il est bien de rétablir un petit peu ce que j'essaye de faire quelquefois dans les entretiens, c'est ce que j'essaie de faire d'ailleurs toujours dans les entretiens, de rétablir des vérités qui là, doivent nous aider, parce qu'on est éclairé, non pas à la haine, mais justement à la justice, c'est-à-dire le début de la paix. Justice et paix s'embrassent, est-il dit. Pour cela, il nous faut rétablir les choses dans la vérité, dans une certaine vérité historique, autant que nous pouvons l'approcher. La vérité des cœurs, Dieu la connaît. Nous ne la connaissons pas, nous connaissons certaines vérités factuelles, telles qu'elles est racontée par les uns et les autres. Néanmoins, il y a les réalités bien concrètes de ces témoignages, comme lorsqu'il y a un accident. Il y a la façon de raconter l'accident, mais il y a l'accident lui-même. L'accident lui-même est un fait d'histoire. Petite histoire, grande histoire. La mort de quelqu'un, l'histoire de quelqu'un n'est jamais une petite histoire, c'est toujours une grande histoire. Toujours une grande histoire. C'est ce que nous oublions si souvent, lorsque nous avons des principes philosophiques qui veulent tout écraser, en disant « Oh, ce ne sont que des... Oh, vous savez, il faut bien en passer par là, il faut bien faire des bains de sang pour avancer un petit peu, avoir une révolution qui portera bien ce nom. Ah, nous rejoindrons nos ancêtres. » Donc je voudrais montrer comment, nous parlons aujourd'hui beaucoup de Front Populaire, qui a une certaine histoire. Fronte Popular, en Espagne, en 1936. Front Populaire aussi en 1936. Nous avons vu comment le Front Populaire, d'ailleurs, avec aussi le communisme, Torres en particulier, appelé à désagréger l'armée, hein, comme la classe ouvrière savait le faire, disait-il. C'était son travail. Donc désagréger non pas l'armée allemande, mais l'armée française. Nous avons vu ensuite, les communistes ont fait alliance avec les nazis le 23 août 1939, c'est-à-dire une semaine avant que l'Allemagne déclare, envahisse la Pologne, aidés d'ailleurs par cette paix. Ils étaient assurés d'avoir par ce pacte germano-soviétique, d'être tranquille pour absorber la Pologne et permettant aussi aux Russes d'absorber une partie de cette Pologne. Et ce pacte entre communistes et nazis a duré suffisamment de temps pour permettre ensuite d'attaquer la France et d'envahir toute l'Europe, jusqu'à ce que l'URSS communiste soit à son tour envahie par l'Allemagne. Et là, le pacte a été rompu. C'est à ce moment-là que le mot d'ordre a été donné pour que les communistes en France puissent agir contre l'Allemagne, car sinon ils étaient en paix. Donc nous en venons au front. Je voudrais montrer comment ce qui anime d'une certaine manière cet esprit révolutionnaire, et je vais prendre pour cela, à partir de l'affaire Dreyfus. Ça s'est passé avant, mais c'est pour montrer. Après ça, je vous parlerai un petit peu de choses qui se sont passées avant l'affaire Dreyfus. Donc là, c'est tiré de ce livre, historiquement correct, pour en finir avec le passé unique, Jean Sévilla. Tous les Dreyfusards estiment Théodore Zeldin, je crois que c'est un anglais, hein, Zeldin, historien britannique, est un esprit libéral. Aujourd'hui, les rapports entre la République française et l'Église sont normalisés. On peut s'en féliciter, mais ce n'est pas une raison pour occulter la vérité. À la fin du XIXe siècle, l'hostilité à l'encontre du catholicisme constitue le dénominateur commun des gauches qui accèdent au pouvoir à la faveur de l'affaire Dreyfus et qui défendent une laïcité dont la signification à l'époque n'a rien à voir avec la neutralité religieuse de l'État. Donc tous les Dreyfusards estiment Théodore Zeldin ne furent pas inspirés par la seule passion de la justice. Pour beaucoup de gens, la lutte pour Dreyfus s'inscrivit dans la lutte contre le cléricalisme, autant, sinon plus, que pour la liberté individuelle. La prétention des Dreyfusards d'être des représentants du libéralisme
se perdaient dans leur volonté de persécuter les catholiques. Théodore Zeldin, Histoire des passions françaises, Payot, 1994. Le cléricalisme, voilà l'ennemi, lance Léon Gambetta ce mot d'ordre à la Chambre, le 4 mai 1877. Dès la fin du Second Empire, il a fait de la séparation de l'Église et de l'État une revendication essentielle du Parti républicain. Le Concordat de 1801, autrefois cible des ultramontains comme des catholiques libéraux, est désormais visé par les anticléricaux. Jules Ferry veut organiser l'humanité sans roi et sans Dieu, répète la même consigne. La République est perdue si l'État ne se débarrasse pas de l'Église, s'il ne désenténèbre pas les esprits du dogme. Donc, revenons à ce que disait Léon Gambetta, le cléricalisme, l'Église, voilà l'ennemi. Donc tout cela, pour faire un petit aperçu, nous pouvons voir qu'au Mexique, qui était un État maçonnique et avec sa République, a persécuté aussi l'Église catholique. Et entre autres, parmi les nouvelles mesures qu'il y avait, c'est que si un prêtre disait du mal du pouvoir, il risquait 5 ans de prison, parmi toute autre sorte de mesures anti-catholiques. C'est pour ça que le peuple s'est levé et a pris les armes. Ils appelaient les Cristeros. Donc nous avions les mêmes régimes qui ont produit ces sortes de révolutions, ces massacres, ces destructions, partout pareil. Nous allons voir, par exemple, nous pouvons reprendre ici un fait historique. Nous pouvons reprendre ici, par exemple, qu'est-ce qu'on peut reprendre? On peut commencer par... contrairement, ici nous changeons de livre, La Révolution française, chronique d'une hécatombe. Vendée-Bretagne, tome 2, Jacques Minois. Page 11. Contrairement à tout ce qui a pu être colporté, par les révolutionnaires et par leurs successeurs idéologiques, qui fait toujours aujourd'hui, le 14 juillet, l'insurrection vendéenne n'a nullement été fomentée par un complot clérico-nobiliaire, où nobles et prêtres auraient été les instigateurs de la révolte, en poussant les masses paysannes arriérées et fanatiques à la contre-révolution. Tous les historiens savent aujourd'hui que ce fut exactement l'inverse. Les paysans exaspérés par les sacrilèges et destructions d'églises, par les persécutions sanglantes dont étaient victimes leurs bons prêtres, par les exactions et les vexations des administrateurs républicains, et enfin par la levée en masse de 300 000 hommes, mars 1793, population de la France, 28 millions d'habitants, 27, 28 quoi, afin de combattre les Austro-Prussiens à nos frontières, ainsi que leurs propres frères en Vendée, même, se soulevèrent spontanément au cri de « Abat le tirement ». Tirage au sort, vive nos bons prêtres, et vinrent chercher manu militari les nobles dans leur manoir, afin que, par leur compétence d'anciens officiers de l'armée royale, ils prennent la tête du soulèvement. Les nobles, pour leur compte, ne croient pas au succès d'entreprise. Ils craignent à juste titre la répression. Bon, c'est ce qui va se passer. Nous pouvons voir le résultat de la Révolution. Je peux vous en lire quelques petits chapitres. Par exemple, du point de vue, tiens ici par exemple, endocrinement confiné au bourrage de crâne. Dans la séance du 22 Frimaire, alors une des choses de la Troisième République, c'était qu'il fallait arracher, que celui qui tenait l'école tenait les esprits. C'est ce qu'ils font aujourd'hui encore. Donc dans la séance du 22 Frimaire, le moniteur Danton annonçait déjà la couleur. Les enfants appartiennent à la République avant d'appartenir à leurs parents. Qui me répondra que ces enfants travaillés par l'égoïsme des pères ne deviendront pas dangereux pour la République? Et que doit nous importer la raison d'un individu devant la raison nationale? Robespierre, bien entendu, de lui emboîter le pas. La patrie a le droit d'élever ses enfants. Elle ne peut confier ce dépôt à l'orgueil des familles, ni aux préjugés particuliers, aliment éternel de l'aristocratie et d'un fédéralisme domestique qui rétrécit les âmes en les isolant. Bon, etc. On voit donc oblige les instituteurs et institutrices à produire un certificat de civisme, c'est-à-dire de jacobinisme. L'école sera fermée s'ils enseignent des préceptes ou des maximes contraires à la morale révolutionnaire, c'est-à-dire conformes à la morale chrétienne. Les enfants apprendront à lire dans les déclarations des droits de l'homme et dans la Constitution de 1795.
On éditera des manuels, en fait, des catéchismes républicains à leur usage, faisant l'apologie du 14 juillet, du 10 août, du 2 septembre, du 21 janvier, bref, tous les carnages révolutionnaires. On les fera assister aux séances. Je ne sais pas si ça enregistre, en fait. Oui, je crois que ça enregistre. Je me souviens plus si j'ai appuyé sur les boutons. Donc, de septembre, tous les carnages révolutionnaires, on les fera assister aux séances des municipalités, des tribunaux, mais surtout aux sociétés populaires, dans les sources pures. Ils puiseront la connaissance des droits, de leurs devoirs, les lois de la morale républicaine. Bon, etc. Je ne vais pas m'attarder là. Tous les enfants sans distinction et sans exception, garçons de 5 à 12 ans, filles de 5 à 11 ans, sont élevés en commun aux dépens de la République. Tous, sous la sainte loi de l'égalité, recevront même vêtements, même nourriture, même éducation, même soins, dans les internats distribués par canton, contenant chacun 4 à 600 élèves. Et ça, c'est reprenant une fois de plus les poncifs de l'éducation spartiate, déjà repris par Saint-Just, le Pelletier de Saint-Fargeau précise, bon, etc., etc., etc. Vandalisme révolutionnaire, un tour d'horizon des massacres et saccages révolutionnaires serait gravement incomplet si nous n'y abordions le désastre culturel sans précédent, le véritable cataclysme qui s'est abattu sur notre patrimoine architectural, sculptural, pictural, funéraire, ecclésial, livresque, mobilier, un séisme, un tsunami qui n'a pas fait davantage de dégâts. Lorsque le retour, c'est ainsi que Chateaubriand peut dire, on eût dit que le feu avait passé dans les villages. Ils étaient misérables. Là, il revenait de son exil en Angleterre en 1800. Chateaubriand regagne la France en 1800, donc après la Révolution, après qu'il y ait eu une sorte de paix faite par peut-être parce que c'était le consulat à l'époque, sur la route qui mène de Calais à Paris. Il croit halluciner. On nous dit que le feu avait passé dans les villages, ils étaient misérables et à moitié démolis. À droite, à gauche du chemin se montraient des châteaux abattus. On voyait des murs d'enclos ébréchés, des églises abandonnées dont les morts avaient été chassés, des clochers sans cloche, des cimetières sans croix, des saints sans tête et lapidés dans leurs niches. Sur les murailles étaient barbouillées ces inscriptions républicaines déjà vieillies: liberté, égalité, fraternité ou la mort. La mort. Tel se représente le lamentable tableau de délabrement. Alors je vais prendre quelques bouts de pages au hasard, savoir comment œuvre la Révolution, pour changer, pour faire l'homme nouveau, Fronte Populaire, pour faire l'homme nouveau. 198, les cathédrales, par exemple les cathédrales, ici c'est 191. Les ravages se poursuivent même après Thermidor, sous le Directoire et sous le Consulat, et même sous l'Empire. C'est ainsi que, sous prétexte de politique urbaniste, on détruit sans vergogne. Le donjon du Temple est rasé, pour des raisons que l'on sait, ainsi que le donjon du Temple, pour éviter que ça devienne un lieu de pèlerinage pour le roi, en mémoire de Louis XVI, qui était enfermé avant d'être guillotiné. Donc le donjon du Temple est rasé, pour la raison que l'on sait, ainsi que l'église Saint-Jacques-la-Boucherie, dont on ne subsiste que la tour, les Saint-André-les-Arts, Saint-Jean-en-Grève, Saint-Thomas-du-Louvre, le Grand Châtelet, le séminaire Saint-Sulpice, les tours des murailles de Vincennes, les abbayes des Feuillants, des Célestins, des Cordeliers, des Capucines, des Carmes, Saint-Victor. Cela, rien que pour Paris, devant un tel cyclone, on s'étonne que le Val-de-Grâce, abbaye fondation royale, et le dôme des Invalides de Louis XIV aient survécu. En province, on détruit le donjon de Montauroux, le cloître et la cathédrale de Saint-Pierre d'Angoulême, le château des comtes de Champagne à Troyes, les abbatiales de Saint-Jean-des-Vignes, Soissons, Saint-Martin, Nevers, Saint-Germain-Auxerre, Saint-Sernin à Toulouse. Souvent, cela ne fait qu'achever des destructions entamées sous la Révolution, ainsi que pour la cathédrale. Ah oui, parce que là, il parle de ce qui était achevé après la Révolution, ou peut-être à l'époque de Napoléon, quoi, hein. Donc, oui, c'est ça. Souvent, cela ne fait qu'achever les destructions entamées par la Révolution. Donc là, je suis un petit peu plus loin, quoi, hein. L'abbaye de Charlieu de Brionnais disparaît, débitée en pierre de taille, moellon, dont le fil de la chaux, en fond les grilles du monastère de Ponty. Bon, pour en faire des pics, c'est utile pour y planter les têtes. L'abbaye de Vaux en Cernay, Montfond-Combeau, sur les rives de la Creuse, deviennent des carrières à pierre, etc., etc. Donc ça c'est... On peut voir bilan iconoclaste des châteaux. Nos rois de France et statues se trouvent vastes. Bon, je ne vais pas faire parce que c'est surtout le Front populaire que je vais aborder. Bon, le bilan humain effroyable, 2 millions de morts, voilà ce qu'ont coûté la France des guerres de la Révolution et de l'Empire, non seulement les guerres, mais
le massacre des gens. 2 millions de morts, jeunes pour la plupart, cela signifie pour plusieurs générations d'effondrement démographique. Chiffre en main, cela équivaut presque au total de nos 2 guerres mondiales, du côté français 1914-1940, mais la saignée est proportionnellement beaucoup plus sévère, car elle fauche une population de 27 millions d'âmes, au lieu de 40 millions au XXe siècle. Donc, le procès du roi de France, je veux dire les conditions, un petit peu, juste une lecture ici, rappelons en outre que le vote de la Convention se fait à la majorité absolue pour obtenir à tout prix la tête du roi. Il va donc falloir utiliser de grands moyens. Cet effet, les tribunes de l'Assemblée ont été bondées de racailles, sans aveu, à la solde des Jacobins, abreuvant d'injures et de menaces les députés modérés, tandis que, etc. Fouché, l'un des bourreaux de Lyon, avait promis à Danou, main sur le cœur, qu'il ne voterait pas la mort. Il s'y résout néanmoins par crainte de représailles sur sa femme et ses enfants, comme il l'avouera plus tard. Le duc d'Orléans, on s'en souvient, avait promis à tout son entourage, notamment à son fils, le futur Louis-Philippe, qu'il ne voterait jamais la mort de son cousin, donnant sa parole d'honneur, qu'il n'irait même pas à la Convention. Mais suite à la visite d'avant-veille du scrutin, le 15 janvier 1793, le Merlin de Douai et Treillard, Merlin de Douai et de Treillard, il se parjure lâchement sur cette simple parole. Si vous n'allez pas à la Convention, on prétendra que vous n'êtes pas d'accord sur la mise en jugement de Louis XVI. Prenez garde à vous. Charles Villette, pour son compte, se vient intimer que s'il ne votait pas la mort, il serait purement et simplement massacré, bon, etc., etc. Donc voilà le grand bilan révolutionnaire en France. Bon, maintenant, nous pouvons passer. Nous avons vu ce qui s'est passé au Mexique, nous voyons ce qui s'est passé en France, nous voyons ce qui s'est passé, nous voyons ce qui se passe partout. Maintenant, nous allons prendre la guerre civile en Espagne, écrite par la guerre civile d'Espagne, écrite par Georges Roux, de l'Académie franco-française. C'est quand même, c'est pas n'importe qui. Je prendrai aussi d'autres références, en particulier Vérité et mensonge historique, Jacques Minois, et puis un troisième, qu'est-ce que c'est ici? Celui-là, je l'ai déjà pris en partie. Donc je vais commencer peut-être, si la droite l'emporte, c'est ça ici. Donc nous sommes en Espagne. Il y avait eu déjà la gauche avait déjà remporté des élections, je crois en 1934, quelque chose comme ça. Il y avait déjà eu des massacres comme ça. Puis maintenant, nous sommes en 1936. Bon, là, la gauche remporte vraiment les élections. Je crois que c'est en février. Hein. Bolchevisation des socialistes ibériques conduit. Oh, il est beau le chien. Il est beau, regardez-le. Il est pas beau le chien. Bon, t'es pas un bolchevique, hein, si. Hein, tu vas pas me couper la tête. Hein. Et tu cours vite, hein. Tu cours vite, mais là, tu te reposes. Hein. Il est en repos, c'est un lévrier. Alors, normalement, un lévrier, ça fonce. Hein. Il est beau, le lévrier. Hein. Il est venu me rendre visite. Merci. Ah bah non. Donc, une fois au pouvoir, le Front populaire manifesta d'ailleurs à maintes reprises son parfait mépris des règles démocratiques et de l'état de droit. Ajoutons à cela que même Largo Caballero déclara qu'il voulait une république sans lutte des classes, mais que pour y parvenir, il fallait liquider la bourgeoisie. Thèse d'un léninisme irréprochable, la bolchevisation. Oui, c'est ça. Il avait dit avant, d'ailleurs, avait clairement exprimé avant les élections, en prévenant ses partisans que si la droite l'emporte, nous irons tout droit à la guerre civile ouverte. La bolchevisation des socialistes ibériques, conduite par Largo Caballero, est indéniable. Depuis le 3 janvier 1934, le journal El Socialista avait déclaré l'harmonie, non, la guerre des classes, la haine de la bourgeoisie criminelle jusqu'à la mort. C'est l'humanisme. On est humaniste ou on ne l'est pas. Il faut penser aux droits de chacun. Il y en a qui ont le droit de mourir. C'est la liberté ou la mort. Pour certains, c'est la liberté, c'est pour ceux qui prennent le pouvoir par la force, et pour les autres, il reste la mort. Hein. Donc, la guerre des classes, la haine de la... Non. L'harmonie, non. La guerre des classes, la haine de la bourgeoisie criminelle jusqu'à la mort. Ça, c'est... 3 janvier 1934, dans le journal El Socialista, avait déclaré, voilà, c'est ça.
Alors le programme, 10 jours plus tard, le comité exécutif socialiste élaborait un nouveau programme stipulant entre autres nationalisation des terres, suppression de tous les ordres religieux et saisie de leurs biens, dissolution de l'armée remplacée par une milice démocratique. La même année 1934 vit la jeunesse socialiste s'armer et s'entraîner en secret, comme les carlistes monarchistes en Navarre, et la minuscule phalange. Dans les Asturies, le nombre d'ouvriers armés au cours de la rébellion varie de 15 000 à 30 000. Les fusils provenaient d'une cargaison d'armes débarquée au nord-ouest d'Oviedo à l'initiative de Prieto, l'un des membres les plus modérés du Parti socialiste parlementaire. Les mineurs utilisèrent aussi leur charge de dynamite, connue sous le nom d'artillera de la Revolution. 5 octobre, les rebelles attaquèrent à l'aube les postes de gardia civil et les bâtiments publics occupant Miers, Dijon, Avilés. Le lendemain, ils marchèrent sur Oviedo, défendu par une garnison de 1000 hommes. Ils prirent la ville au cours de combats rue féroces et instaurèrent une commune, massacrant une quarantaine de personnes, dont des prêtres. Il s'agissait déjà d'une véritable guerre civile déclenchée par la gauche 2 ans avant celle de 1936. Cela allait, en tout cas, dans l'exacte direction de la phrase incendiaire Largo Caballero lorsqu'il déclarait « Je veux une république sans guerre de classe ». Mais pour cela, il faut qu'une classe disparaisse. Les discours fanatiquement révolutionnaires de ce dernier allaient même jusqu'à préconiser l'élimination de la classe moyenne. En fait, le gouvernement du Front populaire ne tarda pas à s'apercevoir que ses alliés électoraux socialistes et communistes étaient désormais lancés dans une voie révolutionnaire irréversible. Ces derniers commencèrent d'emblée à former leur propre milice armée, celle des communistes étant de loin la plus disciplinée, la plus efficace. Bon, alors on va passer à la suite. On va passer à la suite. Force en présence. Donc, force en présence. Au début de la guerre, le gouvernement républicain contrôlait les 635 tonnes d'or du pays, soit l'équivalent de 715 millions de dollars, pour soutenir sa pèse-État, alors que les nationalistes ne disposaient d'aucune réserve d'or pour garantir leur devise. Ici, on voit que les troupes marocaines, les 50 000 troupes espagnoles qui étaient au Maroc, avec Franco d'ailleurs, étaient séparées par donc la mer. Il y avait le détroit de Gibraltar, il fallait de la marine, mais la marine était aux mains de la République. Ils avaient tué les officiers, une bonne partie des officiers. C'est pour ça que pendant le reste de la guerre, les républicains n'ont pas pu tellement utiliser la marine parce qu'ils ne savaient pas s'en servir. Lorsque les troupes marocaines nationalistes traversèrent pour la première fois le détroit de Gibraltar pour entamer la guerre civile, elles n'eurent à leur disposition que quelques avions et 2 malheureux cuirassés de poche allemands. Et c'est cela qu'on nomme ensuite pompeusement le convoi de la victoire, lequel n'acheminera au début que 2500 hommes de troupes et quelques armes lourdes intransportables par les airs. Les nationalistes n'atteindront la parité en termes de force terrestre que vers la fin de juillet 1937. Bon, alors ici, on peut voir donc les forces en présence. Le Mexique, alors que la France et l'Angleterre soutiennent une politique hypocrite de non-intervention tout en livrant secrètement des armes aux républicains cachés dans les wagons, dans les navires marchands britanniques, le Mexique maçonnique, exterminateur de Cristeros, fournit, quant à lui, aux républicains 20 000 fusils Mauser, 20 millions de cartouches et de nourriture. Ces fusils servirent aux milices cherchant à stopper l'armée d'Afrique en marche sur Madrid. Au cours de la guerre civile, entre 32 000 et 35 000 hommes de 53 pays servirent la cause républicaine dans les brigades internationales, pure création stalinienne. Avec l'appui des brigades internationales et de brigades mixtes, la République put disposer de 80 000 hommes en armes pour la seule défense de Madrid. Au début de 1937, les forces républicaines comptaient environ 320 000 hommes au lieu de 200 000 pour les franquistes. Rien qu'à l'aérodrome d'Albacete, les républicains disposaient de près de 100 chasseurs, Chatos et Moscas russes, de 2 escadrilles de bombardiers Katyushka, encore russes, sans compter des chars T-26, Pavlov, BT-5, toujours russes. Le cargo russe Andreev, à lui tout seul, livra aux Basques 2 escadrilles de Chatos, 30 chars T-26 et Renault, 14 véhicules blindés russes armés de canons de 37, 40 mortiers, 300 mitrailleuses et 15 000 fusils. Bon, je passe à eux. Alors, l'héroïsme des nationalistes, de ce qu'on appelle les nationalistes, donc ils se sont levés à la suite des premières exactions. Il y a eu l'assassinat. Oui, je peux faire plutôt avec le livre. Je reviendrai
reviendrai à Alcazar après, hein, pour l'héroïsme des républicains, enfin, de cette abnégation de ces gens-là qui ont résisté face à cette extermination de cette classe, hein, qui était voulue par le pouvoir. Il est dit au début de ce front populaire, élu en février 1936, hein, que l'Église, finalement, va se rallier. Hein. Semblable attitude, là c'est le livre de Georges Roux, semblable attitude est également celle de l'Église. Donc le chef républicain, c'est le roi, en partant, a vivement recommandé que l'on se garde quoi que ce soit qui puisse gêner ou contrarier ses successeurs. Il a invité ses fidèles à se mettre correctement au service du pouvoir qui allait s'instaurer. Je serais désolé de revenir à mon retour, ce serait la preuve que les choses n'auraient pas été bien. N'a pas bien été. Semblable attitude est également celle de l'Église. Elle se rallie sans tarder. Elle le fait avec tant de rapidité et tant de bonne volonté qu'elle donne l'impression de s'y être depuis longtemps préparée. Une approbation aussi prompte ne peut qu'avoir été préméditée. On assure que dans les campagnes, beaucoup de curés de village avaient voté et fait voter républicain. La plupart des évêques eux-mêmes disent tout de suite et bien haut qu'ils acceptent le fait accompli. Ces adhésions ne sont généralement assorties ni de réserve pour le moment, ni de crainte pour l'avenir. Le Temps du 17, une dépêche datée de Rome, écrit que selon les sources officieuses, le Vatican considère l'instauration de la République sans aucune appréhension. Partout à l'étranger, le concert unanime d'éloges s'élève pour louanger la sagesse et la modération de la nation espagnole, etc. Bon, on va voir ce qu'il en est. Après ça, nous voyons défense de la religion. Ici, nuage s'amoncelle. Le 7 mai, le cardinal Suguera, évêque de Tolède, primat d'Espagne, la plus haute autorité spirituelle du pays, publie une lettre pastorale, véritable manifeste des sentiments de l'épiscopat. Le document fait grand bruit. Le cardinal rend hommage à la personne d'Alphonse XIII. Il remarque qu'avec la monarchie, les droits de l'Église ont toujours été respectés. Il souhaite qu'il en soit de même sous la République. Dans cette attente, il prescrit aux fidèles de faire preuve, en politique, de prudence. Il leur recommande de ne pas attacher d'importance aux tendances ou monarchistes ou républicaines. Seul importe, dit-il, la défense de la religion. S'il arrivait que celle-ci se trouve en péril, alors nous saurions résister comme intrépides soldats prêts à succomber glorieusement. Le ton est peut-être vif, le fond était simplement de mise en garde. Tel qu'il est, le message soulève dans les milieux du pouvoir une vive colère. Bon, alors nous allons arriver, je ne vais pas tout vous lire, hein. Calvo Sotelo, page 63, nous y sommes. Voilà. L'aide de camp du Premier ministre, le commandant Louis Barcelot, aurait autour de lui déclaré que son patron ferait descendre Calvo Sotelo. Alors, est-ce qu'on peut savoir qui est Calvo Sotelo? Telle est du moins la déposition plus tard faite devant une commission d'un personnage éminent qui n'est pas du Front populaire, quoi. Calvo Sotelo, alors on va dire ce qu'il sait. Pour le Parlement et pour l'opinion publique, l'opposition au régime s'incarne dans la personne du député Calvo Sotelo. Donc voilà. Il est au Parlement et c'est le principal chef de l'opposition du Parlement. C'est la voix vraiment qui s'oppose. Donc ici, Calvo Sotelo attaque avec violence, soulignant les irrégularités et les abus de pouvoir du gouvernement. Le président du Conseil, manifestement touché, se montre irrité. Il répond avec colère et dans sa nervosité va jusqu'à prier son interpellateur de prendre garde à lui. Calvo Sotelo réplique avec hauteur: Monsieur Casares, Quiroga, je suis large d'épaules. Vous êtes prompt au défi, abondant en menaces. Vous m'avez lancé un avertissement, j'en prends note. Je n'en tiendrai pas compte. Je sais les risques que je cours. Jadis, saint Dominique de Silos avait dit à un roi de Castille: vous pouvez m'ôter la vie, pas davantage. Alors ici, ensuite, on assure également que les procès-verbaux officiels n'emportent l'aide de camp du Premier ministre commandant aurait autour de lui déclaré que son patron ferait descendre Calvo Sotelo. Telle est du moins la déposition plus tard faite devant une commission d'enquête par un officier carabinier, José Munoz Biqueno. On assure également, bien que les procès-verbaux officiels n'en portent pas mention, qu'en cette séance du 16 juin, la députée communiste Dolores Ibarruri
connu sous le surnom de Pasionaria, aurait invectivé l'orateur. C'est ton dernier discours. La même phrase, dans les mêmes termes et dans les mêmes conditions, avait été jetée au Parlement italien en 1924 à Jacques Matteotti. Bon, voilà. Donc on en arrive à 7h matinale, il n'y a personne dans la rue, l'automobile roule à toute vitesse, s'actionnant bruyamment, ses appareils avertisseurs. Quelques minutes à peine s'écoulent, 2 coups de feu éclatent presque simultanément. Calvo Sotelo est atteint par derrière à la nuque, selon un procédé bolchevique. La mort était instantanée, il n'y a pas eu de cri, le corps reste à un moment droit puis s'effondre en avant. Le convoi s'arrête devant le cimetière de la Almudena, on descend le cadavre, on le remet au gardien, en lui disant qu'il s'agit d'un corps qu'on vient de trouver sur la chaussée, en présence de militaires en tenue. Le modeste employé ne demande aucune explication. De pareilles affaires, il en voit chaque jour. Donc, on va passer à la suite. C'est juste une petite série de documents. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres choses sur ce chapitre. L'assassinat. Passer après la révolution religieuse. Révolution religieuse, 2115, page 215, Révolution ouvrière, 2114. La révolution religieuse, celle-là est peut-être, peut-on dire, un succès parce qu'elle est réalisée intégralement et avec persévérance qui n'a d'égal que sa violence. Seules les provinces basques échappent à sa fureur protégées par leur autonomie. Là seulement, les rapports du clergé avec les autorités restent corrects. Partout ailleurs sévit la volonté de décatholiciser l'Espagne. L'exercice du culte est soumis à des restrictions telles qu'en fait il est impossible. Les temples, quand ils ne sont pas purement et simplement détruits, sont, sauf de rares exceptions, fermés au public. Les corps ecclésiastiques ont été décimés. Les prêtres, qui n'ont pas été tués, se cachent, n'osant pas sortir dans la rue. Les couvents sont vidés de leurs pensionnaires, les écoles confessionnelles réquisitionnées, les anciens lieux sacrés servent de marché, de garage, d'écurie. Le temps du 18 février 1939 oubliera un rapport de la commission parlementaire française envoyé en Catalogne. Il dépeint le drame quotidien qu'a été la vie des prêtres. Les messes de Noël ont pu être célébrées, mais dans un huis clos total et dans l'angoisse d'une irruption policière. Barcelone, sur 60 églises paroissiales, 15 ont été incendiées, totalement rasées, 14 partiellement démolies, 22 gravement endommagées, 9 seulement sont à peu près intactes, mais murées. De Barcelone à la frontière, toutes les églises, sans exception, portent les traces d'incendie et de pillage. La plupart du temps, le gouvernement a pu préserver les trésors des sacristies, mais là encore, les dégâts sont importants. Des offices clandestins sont parfois célébrés en cachette, dans des chambres particulières, au risque et péril des participants. La simple détention d'images saintes constitue un délit. Donc, je passe à la suite. Je vais quand même faire une référence à l'autre livre sur ce sujet-là. Pour une fois, j'ai mis quelques petits papiers qui me permettent de retrouver Calvaire du clergé. Le calvaire du clergé. On va en parler du calvaire du clergé. Relater ce que fut l'enchange de livre, maintenant ce n'est plus Georges Roux, c'est Jacques Minois, Vérité, mensonge historique. Relater ce que fut le calvaire du clergé et des fidèles catholiques durant la guerre civile est à la fois une tâche d'une tristesse infinie qui relève de la gageure quasi impossible à remplir tant les faits surabondent. Nous y emploierons néanmoins afin que le martyr de tant d'innocents ne sombre jamais dans les oubliettes de l'histoire. Une certaine gauche bien pensante aimerait le bien les ensevelir. Pouvons donc l'interminable litanie. C'est ainsi que, par exemple, le coadjuteur de Santa Maria Briega, German Lonte, fut jeté d'un pont par les miliciens, lequel, voyant que leur victime était encore vivante, pensée insupportable, l'achevèrent en le brûlant vif. Villarreal, Castellón. Le 22 août 1936, les tortures qu'infligèrent nos humanistes de gauche au Carme Manuez Alcázar sont littéralement insoutenables. Ils lui arrachèrent les côtes une à une avant de lui donner la mort, après quoi ils démembrèrent son corps à coups de hache. C'est extraordinaire, ces humanistes. C'est l'amour, l'amour les anime, hein. C'est pas l'amour chrétien, ce serait plutôt l'amour du diable, je pense.
Toujours dans la province de Castellón, à Borriol, le prêtre Miguel Carbó fut exécuté d'une manière suivante, en lui tirant d'abord des coups de feu dans les jambes, lentement, puis en l'achevant à coups de couteau. Quant au cadavre de l'ancien curé de Navarres, Valence, Vicente Ciclunae, fusillé à Bolbet, il fut traîné dans les rues au milieu des cris hystériques des miliciens. En Viella, Valence, le prêtre Guillermo Catala, ce ne sont que quelques exemples, le 27 septembre 1936, fut lui aussi traîné par les routes, mais vivant, attaché à un camion jusqu'à Alqueria, où il arriva démembré et mutilé. Toujours dans la province de Valence, le prêtre de Cheste, José González Huguet, fut soumis à un simulacre de corrida, durant laquelle on lui arracha ses vêtements, on le mutila à coups de poignard, navarrazos, et on lui trancha les oreilles, entre autres tortures, avant de l'achever de 18 coups de feu. Un prêtre, Mazalaves, près d'Albéric, s'était réfugié dans la maison de ses parents. Plusieurs centaines d'individus du comité d'Albéric, armés de pistolets et de fusils, investirent la maison, en arrachèrent le prêtre, et sur la route en direction d'Albéric, un énergumène tristement connu y trancha les oreilles avec sa navaja et lui arracha les yeux. Déjà moribond à cause des coups de navaja, alors qu'il était tombé à terre, lui trancha les parties génitales et lui en enfourna dans la bouche. Et le jour suivant, lors d'une noce d'un matador, les oreilles du curé circulèrent sur les tables. On demeure interdit devant de telles horreurs, toutes commises par le Frente Popular, dont nos médias nous chantent les louanges depuis bientôt 80 ans. Le martyre terrible de l'évêque de Bastral, bon, je vais peut-être arrêter là, Barbastro, USK, Florentino Asensio nous laisse lui aussi sans voix, lui-même prélude à un carnage de 51 missionnaires claretins et de plusieurs dizaines de civils aux mains des miliciens anarchistes. L'évêque fut agrippé par derrière par un colosse et alors commença son calvaire méticuleusement rapporté par Gabriel Campo Villegas. L'évêque restait silencieux et priait. Santiago F. Di Alfonso, un analphabète, ne disais-tu pas que tu avais envie de manger des couilles d'évêque? Maintenant tu en as l'occasion. Alfonso G ne se fit pas dire deux fois. Il sortit une navaja de boucher et là, froidement, lui trancha de vif les testicules. Deux torrents de gens saillirent en pourprant les pieds du prélat. Le sol gisait, un exemplaire de Solidarité ouvrière. Le sol gisait, un exemplaire de Solidarité ouvrière avec lequel Alfonso G enveloppa le génitoire tranché, qu'il mit dans la poche et put exhiber comme un trophée dans les bars de Barbastro. On recousu la plaie n'importe comment, comme un pauvre cheval éventré. L'évêque se serait effondré de pure douleur sur le pavé s'il n'avait pas été attaché au coude par son tuteur qui le maintenait debout. Il fut ensuite empoigné sans aucun ménagement, conduit au camion de la mort. L'héroïque prélat, la veille du 8 août, avait terminé une neuvaine au cœur de Jésus et disait à haute voix « C'est la nuit la plus belle de ma vie, je vais à la maison du Seigneur ». En recevant la décharge, les miliciens l'entendirent prononcer ces mots « Seigneur, aie pitié de moi ». Mais l'évêque n'était pas encore mort. On le jeta sur un monceau de cadavres et après 1 heure ou 2 d'atroce agonie, on l'acheva d'un coup de feu. Après sa mort, Mariano, le père, le dénudèrent. Le fossoyeur donna au premier ses pantalons qu'il mit 2 jours après et José C.S.L. Guérilla, les chaussures, je les porterai jusqu'à ce qu'elles lâchent, déclara ce dernier après la guerre, avant d'être exécuté. Terrifiant. Bon, on ne va pas raconter toutes ces choses-là. Donc, on a vu ici, alors Barcelone. Qu'est-ce qui s'est passé à Barcelone? Je passe pour la révolution religieuse, les églises démolies, des centaines. Brûlés, à moitié, vous avez vu, fortement endommagés. Alors, continuons. Barcelone, Catalogne entière, 276. Il y a peut-être quelque chose d'autre d'ailleurs ici à lire. Peut-être autre chose d'autre. Je vais voir si c'est vraiment fini. Révolution ouvrière, c'est ça, je n'avais pas fini. Donc la révolution ouvrière. Ils éprouvent autant de mal à mettre un peu d'ordre dans la révolution ouvrière. Parce que là, on vient de voir la révolution religieuse, vous avez vu ce que c'est. Maintenant, c'est la révolution ouvrière. Ils éprouvent autant de mal à mettre un peu d'ordre dans la révolution ouvrière. Dans l'industrie aussi, on a tout brisé. Les ingénieurs, quand ils n'ont pas été assassinés, ont pris la fuite. Ne parlons pas des capitaux nécessaires. Il ne peut en être question. Les usines ne tournent pas bien. Elles sont occupées par des comités d'ouvriers qui passent leur temps à discuter. Un ministre du gouvernement de Madrid, chargé du département de l'économie,
Juan Pero déclare en prenant possession de son poste qu'il se trouve dans une situation catastrophique. On s'efforce de redonner vie aux fabriques d'armements indispensables à la poursuite de la guerre. Des résultats sont enregistrés, malheureusement médiocres. Le rendement demeure presque dérisoire. Malgré l'ancien potentiel de la puissance industrielle, les zones rouges manquent constamment de matériel et de munitions. Mais même dans la province la plus évoluée de la Catalogne, les organismes politiciens se superposent, s'entremêlent, se contrarient, au point, dit Pierre Brouet, que la seule chose qui prospère, c'est la bureaucratie. On va passer à la suite. Barcelone. Oui, non, là c'est la fin. Barcelone, ce sera la fin, ce sera le dessert, quoi. Ce sera le dessert. Donc, il y a encore quelques belles pages du Front populaire à lire. Fronte Popular. La République Mexique est bien soutenue par la République du Mexique, franc-maçonnerie internationale. Force en présence, on l'a vu. Alcazar. Donc, on voit bien, quant à l'héroïsme des nationalistes, il n'est plus à démontrer. Le siège d'Alcazar de Tolède est, on est bien sûr le symbole le plus retentissant. Les cadets d'Alcazar, auxquels s'étaient joints les gardes civils et qui résistèrent à un siège de 72 jours jusqu'à leur délivrance par les régulates franquistes, c'est-à-dire les troupes de Franco, le 28 septembre 1936, reste à tout jamais dans les annales glorieuses de l'Espagne comme un exemple indéfectible de combat jusqu'à la mort. Le colonel Moscardo, accouru de Madrid, était déjà dans la place depuis le 22 juillet pour en organiser la résistance. 600 gardes civils, 100 officiers, 8 cadets de l'école militaire, 160 cadets de l'école gymnastique, 60 phalangistes, 8 membres de la Renovación Española, 18 de l'Action Populaire, 5 carlistes, 15 indépendants, une centaine de vieillards et d'impotents, 520 femmes, dont 5 sœurs de charité, 5 filles de la charité, 50 enfants s'étaient barricadés dans la forteresse. Autour d'eux, 10 000 soldats miliciens républicains assiégeaient, pilonnaient sans répit ce palais massif impressionnant, après avoir qui était le cœur de l'Espagne, le cœur spirituel de l'Espagne. Après avoir reçu plus de 3300 obus de 155, 3500 de 75, sans compter 240 et une seule journée, et 450 bombes d'avion de 50 kg, pour un bilan humain de 82 morts, 430 blessés, hein, une seule journée, 450 bombes d'avion de 50 kg. On parle de certains bombardements, mais on ne parle pas trop des bombardements réguliers sur les villes d'Espagne par les troupes républicaines. Donc, pour un bilan humain de 82 morts, 430 blessés sur 1900 assiégés, avoir subi la faim, la soif, le manque de sommeil, les blessures physiques mal soignées, les souffrances morales indicibles, ce monceau de ruines sorti vainqueur de l'étau hideux des Hordes rouges, enfin délivré par la Colonia, etc. Donc, dans les premiers jours du siège qu'eut lieu l'un des événements les plus tragiques et les plus héroïques de cette guerre de Reconquista. Le 23 juillet, en effet, le colonel Moscardo, commandant de la place, reçut le message téléphonique suivant du chef de la milice de Tolède, Candido Cabello. Nous vous donnons 10 minutes pour capituler. Sinon, votre fils Luis sera fusillé. Il n'avait que 17 ans. La réponse de Moscardo. Vous n'êtes ni un soldat ni un gentilhomme. Si vous l'étiez, vous sauriez que l'honneur d'un militaire ne cède pas à la menace. Cabello, attendez, vous allez parler à votre fils, puis tendant l'appareil à ce dernier, dis-lui qu'on va te fusiller s'il ne se rend pas. Moscardo, qu'y a-t-il, mon petit? Luis, rien, papa, rien. Ils disent qu'ils me fusilleront si tu ne veux pas te rendre. Que faut-il faire? Moscardo, tu sais bien ce que je pense. S'il est certain qu'ils vont te fusiller, recommande ton âme à Dieu, et une pensée pour l'Espagne, et une pensée pour le Christ roi. Luis, c'est bien, je le ferai. Puis il ajouta, un beso muy fuerte, papa. Un baiser très fort, papa. Moscardo, adios, hijo mio. Un beso muy fuerte. Adieu, mon fils. Un baiser très fort. Le 14 août, on le conduisit à l'ex-synagogue Transito pour le fusiller. Il embrassa sa mère. Quelques instants plus tard, il tombait sous les balles des marxistes en criant « Viva Espagne !» Vive le Christ roi, vive l'Espagne, vive le Christ roi, etc. Donc, à la fin, je ne vous raconte pas l'héroïsme. Ils subissent un siège épouvantable avec
Ici, par exemple, ce fut une explosion prodigieuse. Tolède tout entier trembla. Là, c'est vers la fin du siège, avant que les franquistes arrivent. Ce fut une explosion prodigieuse. Tolède tout entière trembla. La grande tour sud-ouest, soulevée en l'air d'un seul bloc, retomba dans 1000 morceaux. Les hauteurs environnantes, de photographes et cinéastes, tout exprès envoyés par le gouvernement, immortalisèrent le cataclysme. Tous sont persuadés que la quasi-totalité des fascistes est désintégrée. Aussi les miliciens se précipitent-ils vers le colosse démantelé, brandissant le drapeau rouge de l'Union des travailleurs et le drapeau rouge et noir de la Fédération anarchiste. On accroche même l'un de ces drapeaux à la statue de Charles Quint, encore debout au milieu de la cour d'honneur, quand soudain, des cartes civiles, des phalangistes, des soldats de 16 ans, menés par le jeune chef à peine plus âgé, font crépiter sur les assaillants une grêle de balles. L'assaut, une fois de plus, est repoussé. Parmi les défenseurs, celui qu'on surnomma l'ange de Alcazar, un jeune garçon très doux, qui criait avant de tirer « Tuer sans haine ». Les Rouges furent mortifiés de ce nouvel échec. Madrid, exaspéré, en voyant encore de nouvelles troupes, l'on décida d'en finir une bonne fois avec cette poignée d'irréductibles, d'autant que les protestations commençaient à s'élever un peu partout en Europe, en particulier en Angleterre, contre la durée et la cruauté du siège. Cette fois, on résolut de détruire Alcazar en l'incendiant, notant qu'à l'intérieur se trouvaient 500 femmes, 50 enfants, sans compter le vieillard. Un ouradour en puissance N, des camions de pompiers, d'ordinaire peu appelés pour allumer les incendies, dont 2 camions-citernes remplis de gasoline furent envoyés à Tolède à cet effet. C'est à l'essence qu'on allait exterminer la vermine fasciste. Mais ce fut un nouvel échec. Le 20 septembre, un ultime incendie fut allumé par les Républicains, dura toute la nuit. C'est d'ailleurs à sa lueur que se dirigeront les troupes nationales venues du Sud, se demandant avec angoisse s'ils arriveraient à temps. Le 25 septembre, encore, une dernière et épouvantable explosion fit trembler toute Tolède. Les murs entiers de l'Alcazar furent projetés en l'air, l'entonnoir ouvert par les... etc., etc. 9h15, l'impensable se produisit. Dans la nuit noire, les cadets, gardes civils, phalangistes, carlistes, femmes, enfants, sortent des ruines fumantes d'Alcazar, tels des spectres, et se jettent dans les bras de leur libérateur. On s'agenouille, on se signe, on s'étreint, on étouffe de bonheur, on crie « Viva Espagne !» C'est des moments terribles. Dans les prisons, c'est comme la Révolution française. Je peux vous lire le passage de la Révolution française, les prisons. Bilan, j'ai dû marquer ça, bilan, Vendée... La Vendée, bilan, procès du roi, on a vu un petit peu, le saccage, cathédrale, on a vu. Est-ce que c'est les prisons? Prison ici, voilà. Début septembre, les Prussiens, qui nous avions déclaré la guerre, envahissent l'est de la France. L'Assemblée, malade à peur, vit s'enfuir 400 de ses députés sur 700. Comme d'habitude, dans des circonstances, on ne tarda pas à accuser les ennemis de l'intérieur, les traîtres, contre-révolutionnaires, les aristos, les calotins confondus. Le prétexte était trop beau pour qu'on manque l'occasion de les exterminer. Le névropathe Marat, et l'ami du peuple, fut l'un des premiers à inciter au meurtre avalisé, dans les styles etc. Donc ici... ce furent alors tristement le citoyen, l'ennemi est à nos portes, qu'il ne reste derrière nous à Paris pas un seul ennemi pour se réjouir de nos défaites et massacrer en notre absence les femmes et nos enfants ainsi que... Ce furent alors le tristement célèbre massacre de septembre. Donc c'est ça, on a toujours ce langage-là. Il faut pas pour éviter les massacres, mais c'est eux qui massacrent. Ce furent alors le tristement célèbre massacre de septembre où pendant plus de 48 heures les sans-culottes payaient cet effet, non plus cher que leur journée de travail perdue, et totalement avinés, vains à volonté, massacrèrent à tour de bras des suspects entassés dans les prisons. 3 ecclésiastiques extraits du fiacre qui les menaient en prison furent réduits en charpie par des sectionnaires, mais la plupart furent exterminés à coups de plât, les sabres écorchés vifs et de matraques ou sortir de leur géole. On les attendait avec 2 files d'assassins se tenant vis-à-vis. Ou bien porté à la manière d'un bélier, la tête écrasée contre les murs. Ainsi périt la duchesse de Lamballe, après quoi son cadavre fut violé, découpé en morceaux, son cœur dévoré par un... C'est toujours le même esprit dans ces révolutions, toujours le même esprit, toujours ces aspects abominables. Donc là, nous en étions avec les prisons, hein, donc les massacres des prisonniers à la Révolution. Maintenant, ici, nous en sommes encore aux prisons. Hein. À cause de la destruction de ses propres dossiers et la défaite, il est difficile de reconnaître le nombre d'agents secrets du SCIM. Ah oui, mais j'ai marqué ça où, prison 327. Sous la direction du NKVD, le SIM, alors le NKVD, vous connaissez, police soviétique, hein, police secrète soviétique, ou police tout court, maintien de l'ordre soviétique, maintien de l'ordre communiste, révolutionnaire.
Sous la direction des NKVD, le CIM se livra à de véritables atrocités. Faute de documents écrits, les bourreaux laissent rarement des traces. Les témoignages et les dénonciations incessantes de Manuel Hirio Berbosch Grimpa ne laissent aucun doute sur la nature ignoble des interrogatoires scientifiquement menés. Ah oui, mais ça, c'est pas les massacres en prison. Mais il y a les massacres en prison aussi, hein. Donc, ce qui se passait ne tardait pas à être dépassé. On avait imaginé le sol des cellules avec des arêtes vives de briques, afin d'écorcher les pieds nus des détenus. On leur créait des phénomènes de désorientation et de perte de sensation avec des bruits métalliques, des couleurs de lumière insolites et des sols en pente, sans parler de la chaise électrique à la caisse à bruit, lorsque les interrogateurs étaient pressés, bien que ces moyens risquassent de rendre fous trop vite les prisonniers. Bien que les données chiffrées nous manquent, il est en tout cas presque certain que les victimes républicaines y furent plus nombreuses que les victimes nationalistes. Il ne faisait pas cette chose-là, les nationalistes ne faisaient pas ces choses-là. Hein. Bel exemple de solidarité démocratique, quiconque critiquait l'incompétence militaire soviétique ou les pilotes volontaires étrangers, bien que les données chiffrées nous manquent, il est en tout cas presque certain que les victimes républicaines y furent plus nombreuses que les victimes nationalistes. Donc les traîtres républicains y étaient enfermés. C'est ce qu'il faut voir. Hein. Bel exemple de solidarité démocratique. Quiconque critiquait l'incompétence militaire soviétique ou les pilotes volontaires étrangers ou s'opposait idéologiquement aux communistes avait toutes les chances d'être accusé de trahison et d'atterrir dans ces lieux sinistres. Bon, les brigades internationales. Donc les brigades internationales, au cours de la guerre civile, environ 35 000 hommes de 53 pays, etc. Mais dans la réalité, les brigades furent une pure création des officines du NKVD. Le principal centre de recrutement était à Paris, où les volontaires furent encadrés par des dirigeants du Parti communiste français et italien. André Marty, un dirigeant du PCF et membre du comité exécutif du Comintern, en était l'inspecteur en chef sur le sol espagnol durant le conflit. Néanmoins, le Comintern affirma publiquement que les brigades étaient un mouvement spontané, démocratique, et ayant pour le seul trait commun l'antifascisme. Il eut même le front de nier que ce vaste mouvement de générosité était un plan concerté depuis Moscou afin d'envoyer de jeunes communistes de toute l'Europe à Paris pour le recrutement. Jusque dans les années 60, Moscou refusa de reconnaître qu'en septembre 1936, le Comintern avait décidé d'infiltrer parmi tous ses sympathisants des cadres marxistes, léninistes, idéologiquement sûrs, afin d'étendre la révolution bolchevique à l'Espagne, puis à toute l'Europe. Bon, création du NKVD. Bon, ici, qu'est-ce que c'est? Contre les femmes. Contre les femmes. La violence rouge contre les femmes atteignit des paroxysmes abominables, tels le viol et l'assassinat des sœurs du consul d'Uruguay, Consuelo de Lores, Aguilar Mele Diaz, de 18 et 23 ans. Ces deux croyantes ferventes, comme citoyennes étrangères, portaient d'un bracelet distinctif qui, en principe, aurait dû leur laisser l'immunité. Les miliciens communistes, en lien avec la Passionaria, cette sublime humaniste, séquestrèrent et les violèrent et les assassinèrent, abandonnant les cadavres sur la route. Ici, Madrid, 2 miliciens tuèrent 2 filles après les avoir violées avec un tel acharnement que l'un d'eux tira sur l'une des demoiselles alors qu'il était encore en train de la posséder, faisant sauter la cervelle de la malheureuse sur son propre visage. Albéric, comité des miliciens autoproclamé tribunal, ainsi que partout ailleurs dans l'Espagne république, exigea d'une femme de 45 ans qu'elle en livre dans les 2 heures 6 000 pesetas. N'ayant pas réuni la somme, ils l'enfermèrent dans un cachot, puis 3 heures plus tard, complètement ivre, ils abusèrent d'elle et la fusillèrent au fond d'une baraque. Les miliciens anarchistes de CNT incarcérèrent des enfants de 8 ans parce que leurs parents étaient des fascistes, un terme commode pour flétrir tout ce qui n'était pas d'extrême gauche, et les adolescentes de 16 à 18 ans, surtout si elles étaient jolies. Pour apprécier cet échantillon. Dans la très glorieuse Espagne rouge, mieux valait être ni patron, ni cadre, ni propriétaire terrien, ni même juge, avocat, médecin, petit commerçant ou même petit propriétaire paysan embauchant 1 ou 2 journaliers. Dans tous les cas de figure, l'on était stigmatisé ennemi de classe, quels que furent les choix politiques, même de gauche et antinationaux, et bons pour l'abattoir. De même que quiconque adhérait à un parti de droite ou de gauche modéré, même à titre simple sympathisant. À Valence, la répression aveugle envers toutes les catégories fut particulièrement sauvage contre la Derecha Regionala Valenciana, par exemple, dont le leader Luis Lucia avait pourtant pris parti pour le Frente Populaire contre le soulèvement nationaliste et dont les agissements avaient contribué à l'échec de la rébellion du Levant. Bon, etc. Dans la seule Catalogne, le mouvement carliste compta 1199 victimes assassinées.
Massacre des prisonniers, c'est ici. C'est une pratique quasi systématique dans l'Espagne rouge, contrairement au procédé des nationalistes, en tout point conforme aux lois traditionnelles de la guerre. Les requêtes carlistes avaient même la réputation aux yeux des républicains eux-mêmes de traiter leurs prisonniers de manière particulièrement humaine. Christianisme oblige, en revanche, le Frente Popular s'employa activement et constamment à exterminer les détenus. L'un des plus célèbres carnages de la perfidie fut celui de la prison de Modelo à Madrid, dans la nuit du 22-23 août 1936. À l'intérieur se trouvaient des centaines de prisonniers politiques, à détention préventive, sans aucune procédure légale. Le Frente Popular envoya 22 petits comités de fonctionnaires pour contrôler l'affaire. Ces derniers se contentèrent de renvoyer les prisonniers de droit commun, des socialement proches, le droit commun, ils étaient socialement proches, à l'intérieur de la prison et isolèrent un certain nombre de prisonniers politiques dans la patio, tandis qu'à l'extérieur, les anarchistes de la CNT diffusèrent la fausse nouvelle selon laquelle les politiques tentaient de s'échapper. Des milices différentes obédiences, dirigées par le socialiste Enrique Puente, nommé récemment capitaine de l'armée républicaine, s'engouffrèrent dans la prison, sans que personne ne s'y oppose, pas même le ministre de l'Intérieur, le général Pozza, ni le directeur général de la sécurité, Manuel Munoz, qui laissèrent agir impunément les miliciens. À l'aube du 23 août, 23 notables politiques, chefs de différents partis, ex-ministres, députés, généraux, commissaires de police, fondateurs de mouvements politiques, dont celui de la Phalange, Fernando Primo de Rivera, militaire et frère de José Antonio, etc., ex-communistes passés à la Phalange, furent très méthodiquement massacrés. À l'origine de cette tuerie, un incendie provoqué à l'intérieur de la prison par les droits communs et mensongèrement attribués aux politiques. Bien entendu, alors, lors de l'été 37, après avoir repris aux franquistes les localités de Cuanto, Godó, Baradajoz, Bararaloz, Saragosse, les troupes républicaines fusillèrent sans état d'âme tous les soldats nationaux faits prisonniers, ainsi que les nombreux supposés sympathisants dans les... Oui, les miliciens s'assiégèrent et incendièrent le presbytère Bonnier à l'Asturie, converti en prison. Tous les prisonniers meurent brûlés vifs. 14 septembre, la colonne de fer anarchiste revenant du front investit la prison de Moledo, brûle les archives, puis tente d'assassiner les prisonniers, mais rencontre une résistance inattendue. Nouvelle opération à Castellon, incendie des registres et d'archives, assaut de la prison sans que personne ne s'oppose. Les miliciens assassinent froidement 52 détenus. Le 2 octobre, les marins de GEM premier attaquent les bateaux prisons, Altena, Mandi, etc., et massacrent 49 détenus. Le 27 décembre, etc., les miliciens dans la retraite exécutent 22... Alors ici, la retraite. Oui, dans la défaite, c'est la retraite, c'est un petit peu comme à Oradour-sur-Glane. Ils étaient en retraite, ils massacrent le village. Même jour, en représailles de leur revers militaire, commence à Burguillos del Cerro Badajoz et assassinèrent Del Ponto, qui coûtèrent la vie à 39 personnes jusqu'au premier jour de septembre. Le 8 août, à Algeciras, les musiciens torturent et tuent 9 personnes étiquetées à droite. Le 9 août, à Garana, le comité de milice ordonne dans la mairie l'exécution de 66 prisonniers en représailles. La défaite de Mérida. Pour le même motif, les miliciens Medellin, le jour suivant, assassinent des détenus de Puente de Guadiana. Toujours le 12, ils exécutent 19 prisonniers à Salame, à Serema, etc. Moi, les noms espagnols, je ne suis pas très fort. 13 août, à Talavera, les miliciens enfermèrent 59 prisonniers dans l'église pour l'incendier. Voilà, bon. Quand on a du Front populaire, on n'a pas besoin d'avoir des nazis. C'est aussi efficace. L'arrivée des franquistes les en empêcha. Ben voilà. Vilain Franco. Donc, ici, qu'est-ce que c'est? Relater ce que fut le calvaire du clergé et des fidèles catholiques durant la guerre civile est une tâche triste, etc. Massacre ici, qu'est-ce que c'est? Voilà, ici. Donc on arrive à la fin. Les dernières victimes. Il s'agit de venger la défaite le plus férocement possible, en perpétuant des tueries jusqu'au bout possible. À la fin de 1938, après la débâcle de l'Elbre, le Premier ministre Negrin ordonne à la SIM se charge des 2 prisons les plus importantes de Barcelone. Plus d'1 millier de prisonniers sont acheminés par les tchéquistes Santuario del Codel à Gérone. Le gouvernement Frente Popular se propose tout bonnement de les amener avec lui en France, afin de les utiliser comme monnaie d'échange. Le SMI laisse à Barcelone quelques détenus, poum, trotskistes, afin que les troupes de Franco les y découvrent. Mais les tchéquistes, dans leur fuite précipitée, laissent intactes les installations des centres de torture
les correspondants de guerre qui suivaient les troupes franquistes pourront les photographier en détail. Barcelone tombe en janvier 1939, 4 jours après, les débris de l'armée républicaine fusillent massivement les prisonniers de Golel, faisant 48 morts. C'est le célèbre épisode au cours de laquelle les leaders phalangistes, etc., fusillés mais vivants, parvient à s'enfuir dans un bois, échappant aux soldats qui le poursuivent avec des chiens. Le 7 février 1939, alors que les troupes républicaines ont évacué Barcelone, fuyant vers les Pyrénées, des attachements communistes mitraillent les prisonniers qu'il traînait avec lui au pont de Molin, faisant 43 morts, dont l'évêque de Teruel et le colonel Rey Harcourt, vaincu dans cette ville. Dans les mêmes journées de Gérone, les républicains fusillent 23 médecins et infirmiers à l'hôpital militaire de Banolas, 13 prisonniers de droite à Las Taladas. On continuera d'assassiner jusqu'au dernier jour. Pendant ce temps, Madrid, prête à tomber, casadistes, anarchistes et communistes s'entretuent, ces derniers finissant par être vaincus. Cette gigantesque bataille urbaine coûtera plus de 5000 vies. Le Conseil ordonnera de fusiller 2 communistes notoires, le crapuleux colonel Barcelo et le commissaire, etc. Terreur rouge noire en Espagne, le bilan est effroyable en ce qui concerne uniquement les victimes de répression menées par le Front populaire en zone républicaine. Le chiffre officiel fourni par la Causa Générale, mis en œuvre par Franco à la fin de la guerre, est de 85 000 morts. Les morts de la guerre et les morts civiles liées au combats, bombardements, etc., n'étant évidemment pas incluses. Bon, on va arrêter pour ça. Je vais quand même, il y a encore quelques petits passages de cet autre livre, Georges Roux, on l'a vu ici, on va arriver à la fin. Barcelone, c'est intéressant, Barcelone, c'est la note finale, hein, Barcelone. Ici, le soir, le ministre d'Angleterre s'embarque sur un navire de guerre britannique. Sans tarder, lève l'ancre pour gagner le rivage plus hospitalier. Le 26, toute la matinée, l'exode se poursuit. Aux dernières heures, il s'aggrave, fébrile, haletant. Bientôt, les avant-gardes nationalistes sont signalés dans les faubourgs. Nous allons avoir une guerre de rue? Non, dans la ville même, s'écrie le général Rojo, la résistance est faible, presque nulle. On ne note que des coups de fusil isolés tirés par quelques irréductibles. Barcelone tombe sans se défendre. Vers midi, les troupes du général Garcia Valino font sans encombre, en bon ordre, leur entrée dans une ville qui paraît déserte. À 16 heures, les bâtiments officiels sont occupés les uns après les autres. À 17 heures, les premières patrouilles commencent à parcourir les avenues du centre. Alors Barcelone semble se réveiller. Des maisons aux volets clos sortent. Toute une population insoupçonnée dans la soirée, rapporte le correspondant du Temps, ceux des habitants qui depuis longtemps avaient secrètement souhaité la victoire des nationalistes descendent dans la rue pour donner libre cours à leur joie. Le 27, une messe solennelle est célébrée en plein air au cœur de la cité, sur la Plaza Cataluna. Durant 20 000 fidèles chantaient, pleurant. La foule avait encore le temps, écrit encore le Temps, avait incendié les coopératives du parti politique, quand après les avoir assaillies, elle s'aperçut qu'elles contenaient de grandes quantités de vivres réservés aux dirigeants. Car la faim régnait dans cette cité qui fut si riche. Les soldats franquistes racontent de son côté, Claude Martin trouve Barcelone dans un impressionnant état de misère et de peur. Dès le 27, plusieurs trains entiers de ravitaillement doivent être d'urgence dirigés vers la capitale catalane. Le 28, dit le Temps, du 29, une importante colonne de camions est arrivée le matin dans la ville. Les distributions sont aussitôt commencées. Depuis midi, on n'entend plus de cris ni de chants. Dans la rue monte le seul bourdonnement des groupes de gens faisant la queue devant les boutiques. Barcelone n'est pas toute la Catalogne, voilà, et c'est ici qu'on va arriver, je ne sais pas, les réfugiés de 179. Voilà. Le 5 février, les troupes de Garcia Villano pénètrent dans la Gérone. Ce jour-là, écrit Hugues Thomas, les marxistes massacrent un certain nombre de prisonniers politiques. Parmi eux se trouve le colonel Rey d'Harcourt, on l'a vu, député. Le 6, les routes menant vers la France offrent un spectacle lamentable. Le Temps du 7 peint des scènes d'exode, un véritable mer humaine, écrit-il, entre deux lancers de bombes. Le long cheminement de voitures chargées de femmes, d'enfants, de vieillards reprenait la marche lente. Dans les cris, des imprécations de ceux qui n'avaient pu trouver de place. Parfois, les convois se bloquaient. Une bombe venait de détruire la moitié de la chaussée. Chacune, néanmoins, voulait passer sans perdre une minute. Il fallait de grands efforts pour mettre en marche pendant etc. Les réfugiés affluent en France. Le ministre des Fugitifs n'ont fait que traverser la France. C'est pas ça que je voulais voir. C'est pas ça que je voulais voir. C'est pas ça que je voulais voir. Ce que je voulais voir, c'était le bilan, les calices 279. Les réfugiés affluent en France. Les ministres
Les ministres fugitifs n'ont fait que traverser la France. Ils ont rapidement, par air ou par mer, rejoint Valence. Il reste les autres, les misérables troupeaux des anonymes. Le 1er février, le nombre des réfugiés espagnols est estimé à 62 000. Le 5, la préfecture de Perpignan publie que pour le seul département des Pyrénées-Orientales, ce chiffre passe 100 000. Le 10, à Paris, le ministère de l'Intérieur parle de 300 000. En réalité, ils seront 360 000, 380 000. Cet afflux considérable, autant que subi, soulève toutes les sortes de difficultés. Les administrations françaises sont débordées. Il ne peut être question de refouler ces malheureux, mais les pauvres gens sont démunis de tout. Il faut les héberger, les nourrir. On est en plein hiver. Les réfugiés, écrit Le Temps, sont conduits dans les camps organisés à la hâte à peu de distance de la frontière. Ce sont surtout des femmes, des enfants, des vieillards qui sont sous la pluie, tant bien que mal protégés par les toiles de tente des abris de fortune, attendent des décisions qui seront prises à leur égard. Les hommes valides posent d'autres problèmes. D'abord, d'ordre public. Ces révolutionnaires armés jusqu'aux dents, habitués aux violences et au pillage, représentent un danger pour l'État, comme pour les citoyens. Le 3 février, la Direction de sûreté nationale communique: le préfet des Pyrénées-Orientales, avec la collaboration du maire de Perpignan, vient d'arrêter plusieurs mesures de police destinées à débarrasser la ville d'individus suspects, munis de revolvers, porteurs d'importantes sommes d'argent dont ils ne peuvent indiquer la provenance. En cet effet, 60 gendarmes et 3 pelotons de gardes mobiles ont été envoyés pour être spécialement affectés à cette surveillance. Le service français de sécurité confisque 2 tonnes d'armes. Ils saisissent 11 camions chargés à plein bord de lingots d'or, de pièces de monnaie, de matières précieuses. On y trouve notamment une quantité inouïe de ciboires, de calices, de patènes. Encore tout cela ne représente-t-il qu'une petite partie de ce qui a été dérobé aux églises, en particulier, et aux particuliers d'Espagne. Le Temps du 14 février dit qu'à Barcelone, des trésors immenses sont découverts, volés par les marxistes et cachés par eux. Les miliciens sont invités à regagner leur pays. Ils n'ont qu'à indiquer la partie de leur choix. La plupart demandent à être rapatriés à Valence. Un certain nombre désignent la zone franquiste. Ici, je vais me borner de citer les dépêches de l'agence. 4 février, 1200 miliciens passent dans l'autre camp. Le 12 de Perpignan. De plus en plus nombreux sont les miliciens qui préfèrent leur rapatriement vers l'Espagne nationaliste. 6 trains complets partent aujourd'hui dans cette direction. Le 13 de Toulouse, on en dénombre 53 000 miliciens. 53 000 miliciens ayant opté pour Franco. L'information la plus pittoresque est datée de Bayonne, le 8. 1635 soldats gouvernementaux venant du front de Catalogne ont voulu regagner le territoire nationaliste de l'autre côté de la frontière. Dès que les premiers rouges ont mis pied sur le sol espagnol, on a d'ici entendu des hurlements « Arriba, Espagne, viva Franco ». Les conversions les plus tardives ne sont pas les moins bruyantes. Mais quelle tristesse. Alors, bilan, pertes humaines sont énormes, peuvent raisonnablement être évaluées à 850 000 ou 900 000 personnes, sur lesquelles 150 000 peuvent être considérées comme ayant été purement assassinées. La plus sinistre collection de crimes de l'histoire. Bon, j'arrête là. Ouais. Donc nous y voici. Alors, quand on a un fronté populaire bien actif, avec tout l'art de la propagande, on arrive à faire passer les plus grands criminels pour les bienfaiteurs de l'humanité. Et cela dure des dizaines d'années, des siècles. On fête toujours le 14 juillet. Bien sûr, le gouvernement mexicain est une république, c'est formidable, c'est la démocratie. L'Espagne, c'était le rêve, le Front National, et aujourd'hui nous refaisons un Front National. Donc c'est vraiment le rêve. N'oublions pas les vilains fascistes auxquels les communistes se sont liés le 23 août 1939, ce qui a permis l'invasion et la débâcle de la France, qui s'est trouvée en zone occupée. Et à la fin, je crois bien qu'à la fin de la guerre, je crois bien que l'épuration a dû faire encore 100 000 morts en France. Nous avons vu des révolutionnaires espagnols du Front populaire qui s'étaient installés au sud de la France. J'avais lu le récit de certains qui avaient écartelé un officier français entre des camions, avec des camions. C'est-à-dire que ceux qui n'avaient pas fait en Espagne, ils ont continué à le faire en France. Au moment de l'épuration, contre cette mauvaise classe de la bourgeoisie. Bon, il était sans doute un collaborateur, mais je crois bien que le chiffre il me semble, résistance et collaboration, le chiffre de ce qu'on appelle l'épuration, il me semble que c'est un chiffre énorme, des dizaines de milliers de morts assassinés. Bon, on dit que ce sont des procès. Souvent les communistes n'étaient pas les derniers dans ces œuvres pour assassiner les gens, car il fallait faire disparaître toujours
une mauvaise classe, hein, ce qu'on appelait les collaborateurs, bien sûr, des fascistes. Mais c'était l'ancien monde, en fait. C'était des Français qui vivaient là. Peut-être des gens qui ont collaboré au régime nazi de certaines manières, mais ça a été aussi l'occasion de règlements de compte politiques pour mettre le nouvel ordre, le nouvel ordre politique en France. Donc voilà, donc, ne nous laissons pas étourdir par tous les langages. Souvenons-nous, ayons mémoire, faisons mémoire de tous ces gens qui ont été fidèles et qui ont été assassinés pour leur fidélité dans la foi. Et souvenons-nous que les révolutionnaires ne sont souvent pas les humanistes qu'on pourrait imaginer. L'autre jour, j'entendais encore quelqu'un sur une vidéo qui passait sur un site. Il disait, mais dites-leur n'importe quoi. Dites-leur n'importe quoi. Le principal, c'est qu'on passe. Parce qu'il y en avait qui n'étaient pas contents qu'il y ait certaines personnalités politiques. Mais dites-leur qu'il y a l'ancien président. Hein, ça va leur faire plaisir. Dites-leur n'importe quoi. Le principal, c'est qu'on passe. Voilà. Ce combat révolutionnaire n'est jamais fini. Donc, il parle de cette... on pourrait pas parler d'une civilisation universelle. Hein. Le christianisme n'est pas une civilisation. Cette foi, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est universel, qui est venu pour tous les hommes. Lui qui est la lumière du monde, il est venu pour que tout homme qui vient au monde soit éclairé de cette lumière. Mais c'est pour ça qu'on dit que l'Église est catholique, parce qu'elle est universelle. Et c'est ce qui est reproché quelquefois à l'Occident, qui garde au fond d'elle cette flamme universelle due à la vérité qui est universelle. Celui qui est la vérité, c'est celui qui est la lumière véritable des cœurs des hommes. Là, c'est la vraie universalité, mais il y a une autre universalité, presque, mais elle n'est pas aussi universelle. Celle de notre Seigneur Jésus-Christ est universelle ici-bas et dans le ciel. Alors qu'il y a une autre universalité, c'est presque le mensonge. On pourrait dire que le mensonge est quasi universel. Et sauf que le mensonge, on ne le trouvera pas au ciel, heureusement. Soyons donc, réjouissons-nous d'entrer dans ce royaume des cieux. Nous subirons peut-être des avanies ici-bas, mais demeurons fidèles. Et demeurons fidèles, sachons bien que ce n'est pas toujours si simple que ça de demeurer fidèle. Il faut être vraiment nous tenir au pied de cette croix de notre Seigneur. Ne pas nous laisser emporter ni dans un camp de haine, ni dans un autre camp de haine. Tenons bien dans cette grâce de Dieu, qui est son royaume, qui est pour dire l'aliment de son royaume, qui est ce qui constitue son royaume, cette grâce de Dieu, c'est-à-dire cet amour. Dieu est amour. Son royaume est un royaume d'amour. Voilà. Il n'y a plus ni au mensonge, ni à la haine, ni aux tueries. Là, légitime défense. Il y a une défense qui peut être légitime. Donc demandons de ne pas nous laisser tromper, de ne pas nous laisser emporter. Donc cette grâce de demeurer dans cette paix que notre Dieu nous donne. Lui qui est venu dans ce monde de péché, dans ce monde de pécheurs, pour apporter la grâce aux hommes, pour les réconcilier avec leur Dieu, dans la vérité. Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.